Entre les années 80 et 2010, beaucoup d'homicides sont commis dans la ville de Baton Rouge. Mais ce qu'ignore la police, c'est qu'il s'agit de l'œuvre de plusieurs tueurs en série dans la même ville. L'un d'entre eux est connu sous le nom du tueur de Baton Rouge. Et c'est de lui dont on parlera dans l'affaire d'aujourd'hui. Avant de commencer directement dans l'affaire, je précise que j'ai déjà parlé de l'un des tueurs en série de Baton Rouge sur ma chaîne. La vidéo est celle qui traite de Sean Gillis, où je fais justement référence à Derek Todd Lee, dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille de peut-être la voir avant pour comprendre le contexte et le lien entre ces deux tueurs. Car je vais moins l'aborder dans cette vidéo, mais je vais parfois faire référence à ce dont j'ai déjà traité dans l'affaire Sean Gillis. Cet aparté est fini, on peut maintenant commencer l'affaire. Derek Todd Lee est né le 5 novembre 1968 à Saint Francisville en Louisiane. Il est le fils de Samuel Russ et de Florence Lee, mais juste après la naissance de Derek, Samuel quitte sa famille. D'après les informations obtenues, Samuel souffrait de psychose et il avait également développé un trouble bipolaire. Et pour ça, il avait été interné à plusieurs reprises. Son comportement n'était pas positif au sein de sa famille non plus, puisqu'il a quand même été accusé de tentative de meurtre envers la mère de ses enfants. Peu de temps après la séparation de ses parents, sa mère va faire la rencontre d'un nouvel homme, Coleman Burrow, qui a également des enfants de son côté. Ils vont tous former une grande famille recomposée, avec en tout 14 enfants en incluant Derek. Sa mère et son beau-père vont être ceux qui vont l'élever, et ils vont le faire en inculquant les valeurs bibliques à leurs enfants. Malheureusement, Coleman ne promulgue pas beaucoup d'amour à Derek, qui subit de mauvais traitements de sa part, alors même que sa mère le constate, mais qu'elle n'intervient pas. Derek continue de grandir et il passe toute son enfance dans le sud de la Louisiane. Cependant, sa scolarité est plus compliquée. Il a beaucoup de mal à suivre en classe et à maintenir des bonnes notes. Ses parents constatent même que sa petite sœur a un niveau qui semble plus avancé que celui de son grand frère. Et il commence à se poser des questions sur le sujet. Derek va alors passer des tests et grâce à ça, on découvre que son QI est inférieur à la moyenne. Son QI est estimé à 65. Ne pouvant pas suivre convenablement les cours dans sa classe, on va le placer dans une classe spécialisée. Mais là-dedans, il va subir continuellement des moqueries de la part de ses camarades, puisqu'en effet, il arrive à Derek d'appeler la maîtresse « maman », de sucer son pouce en classe, des actes qui suscitent la moquerie des autres élèves, qui l'appellent le retardé. Alors qu'il a 11 ans, Derek est un petit garçon très solitaire, intimidé et moqué par les autres enfants, et il va développer des aptitudes de voyeurisme qu'il va garder tout au long de sa vie. D'après les témoignages, à peine à ses 11 ans, Derek est surpris à de nombreuses reprises en train d'observer les filles du quartier à travers leurs fenêtres. C'est lorsqu'il atteint ses 13 ans que Derek va faire face à la justice pour la première fois, lorsqu'il est arrêté pour avoir vandalisé et cambriolé un magasin de bonbons. Il évite les ennuis jusqu'à ses 16 ans où il commence à montrer un comportement beaucoup plus agressif et va même être arrêté et accusé de meurtre après avoir poignardé un homme au cours d'une bagarre avec plusieurs autres personnes, mais il est relâché rapidement. Et durant cette même année, il est suspecté d'avoir incendié sa propre voiture pour obtenir l'argent de son assurance. À ses 17 ans, il est arrêté pour voyeurisme et cambriolage, mais sa peine est considérablement réduite, évitant ainsi de se retrouver en détention pour mineurs. En parcourant son enfance, on peut déjà voir que Derek il commence à avoir un passif criminel à un très jeune âge. Les actes qu'il commet ne semblent pas avoir beaucoup de répercussions pour lui, pouvant ainsi lui donner l'impression qu'il peut agir en toute impunité. En 1988, alors qu'il a 20 ans, Derek fait la connaissance de Jacqueline Denise Smith, qu'il épouse cette même année. Ensemble, ils ont 2 enfants. Ils ont un garçon nommé Derek Lee Smith Jr. et une fille nommée Doris Lee. Les premiers mois de leur mariage se déroulent relativement bien, mais après ces mois idylliques, Derek laisse surgir son comportement violent et il recommence et commet à nouveau des délits. Durant l'année 1989, Derek est arrêté et il passe un procès où il plaide coupable pour s'être introduit dans une maison illégalement. La peine qu'il reçoit pour cet acte est seulement de suivre une thérapie.
Derrick accepte, mais il ne s'y rendra jamais. Toujours durant cette même année, Jacqueline contacte la police pour dénoncer son mari pour violence conjugale. Et elle déclare également qu'il a menacé son père avec une arme à feu. Derrick va être accusé de troubles de l'ordre public, mais sans obtenir une quelconque peine de prison. Entre 1989 et 1998, il est arrêté à différentes reprises pour cambriolage, voyeurisme et harcèlement. En tout, il va être condamné à 1 an de prison, puis à une peine de sursis. Lorsqu'on observe la vie de Derrick à cette époque, on fait le constat qu'il mène 2 vies différentes. D'un côté, il est un père de famille, un mari qui travaille dur pour subvenir aux besoins de son foyer, mais d'un autre côté, c'est un homme qui passe ses soirées dans les bars de la ville, à la recherche d'aventures extra-conjugales. Jacqueline est au courant de cette double vie. Elle sait qu'il entretient plusieurs autres relations avec différentes femmes en parallèle, mais elle reste toujours avec lui. Toutes ne sont pas que des aventures. Il entretient une véritable relation avec une femme nommée Cassandra Green, avec qui il partage finalement une vie de couple, vivant même avec elle pendant certaines périodes de leur relation. En 1996, le père de Jacqueline décède, lui léguant 250 000 $. Derrick ne tarde pas à se saisir de cet argent et à en profiter. Il s'achète des voitures, des vêtements hors de prix et il couvre Cassandra de cadeaux. Mais avec toutes ces dépenses, l'argent va partir très vite et le nouveau mode de vie de Derrick va également s'arrêter. En 1999, n'ayant plus d'économie, Derrick retourne au travail, d'autant plus qu'il a une nouvelle responsabilité familiale étant donné que Cassandra a donné naissance à son fils. Un garçon qui s'appelle Dedrick Lee. En juin 1999, une femme de 36 ans nommée Colette Walker vit une scène terrifiante. Derrick vient de s'introduire dans son domicile alors qu'elle s'y trouve. Celui-ci commence à lui parler et il tente de la convaincre qu'ils devraient sortir ensemble. Colette parvient à le faire sortir de chez elle, ce qui n'empêche pas Derrick de lui laisser son numéro en partant. Quelques jours plus tard, elle l'aperçoit en train d'observer chez elle à travers la fenêtre et de rôder également autour de son logement à plusieurs reprises. Colette porte plainte contre Derrick et celui-ci va être à nouveau arrêté, mais encore une fois, Derrick va réussir à négocier sa peine et il ne va recevoir qu'une peine de sursis encore. Mais à peine est-il libéré qu'il décide de se rendre chez Colette, mais heureusement, celle-ci a déménagé entre-temps. Durant l'année 2000, Derrick perd pied, que ce soit financièrement ou bien également sentimentalement, il n'y arrive plus. Et pendant cette année 2000, il va s'attaquer à sa petite amie, Cassandra, en devenant physiquement violent avec elle. Elle porte plainte et elle obtient une ordonnance de restriction, mais ça ne stoppe pas Derrick pour autant, car 3 jours plus tard, il la retrouve dans un bar où il fait preuve d'une extrême violence envers elle. Derrick est arrêté et il est condamné à 1 an de prison, puisqu'il était déjà en sursis. Il sort de prison en février 2001 et il est en liberté surveillée, donc il est assigné à résidence avec le bracelet électronique. Mais encore une fois, Derrick ne respecte pas sa peine et il décide de retirer son bracelet et de sortir. Il est à nouveau arrêté, mais il ressort libre avec juste une mise en garde de la part de la justice. La ville de Baton Rouge est déjà en effroi durant cette période, puisqu'entre 1991 et 2001, il y a eu 53 femmes qui ont été assassinées sans que les affaires ne soient résolues. Le 24 septembre 2001, Gina Wilson Green, une infirmière de 40 ans, est retrouvée morte à son domicile. Les conclusions du médecin légiste révèlent qu'elle a été victime d'un viol et elle a également été étranglée. Les policiers constatent que son téléphone portable n'est plus là et ils vont le retrouver proche dans une allée 4 semaines après la découverte du corps. Les échantillons ADN recueillis sont envoyés en analyse. 4 mois plus tard, le 14 janvier 2002, Géraldine De Soto, une femme de 21 ans, est retrouvée poignardée à mort à son domicile. Géraldine était une étudiante à l'université de Louisiane et elle allait obtenir son diplôme cette même année. Dans un premier temps, la police suspecte son mari d'être responsable de son meurtre. Le 31 mai 2002, une femme rentre dans son appartement et découvre le corps sans vie de sa colocataire Charlotte Murray Pace, 22 ans. L'autopsie révèle que Charlotte a été victime d'un viol et elle a été poignardée à 80 reprises. Elle a tenté de se défendre contre son agresseur, comme le montrent les blessures défensives sur son corps. Elle aussi, elle était étudiante à l'université de Louisiane et elle venait d'obtenir son diplôme dans le domaine de la gestion d'entreprise. Le 9 juillet 2002, Diane Alexander est victime de la rage du même homme. Celui-ci rentre dans son logement et commence à la frapper violemment. Il tente alors de la violer en l'étranglant avec le cordon du téléphone.
Et au même moment, le fils de Diane rentre à la maison et lorsque cette personne entend la voiture se garer, il part en courant et il laisse Diane en vie. Après 5 jours d'hospitalisation, Diane va être en mesure d'établir un portrait robot de son agresseur et d'expliquer le déroulement des faits. Elle explique qu'un homme de type afro-américain a frappé à sa porte, demandant d'utiliser son téléphone. L'homme a rapidement constaté que son mari n'était pas présent au domicile et donc qu'elle était seule, et c'est là que l'attaque a commencé. Le 12 juillet 2002, le mari de Pam Kinamore, 44 ans, appelle la police après avoir fait une horrible découverte dans sa maison. Sa femme n'est pas présente et il constate de la vaisselle cassée et plusieurs taches de sang au niveau de la chambre conjugale. Les policiers retrouvent le corps de Pam dans la baie qui est non loin de leur domicile. Ils constatent que sa gorge a été tranchée avant que son corps n'ait été déposé dans l'eau. La comparaison ADN va montrer qu'il s'agit du même tueur, que ce soit pour les meurtres de Gina et Charlotte, et donc celui de Pam aussi. Les policiers ont enfin un premier lien entre tous ces victimes. Le 21 novembre 2002, Trinesha Dan Colon disparaît. Les policiers retrouvent son sac à main, ses clés et sa voiture près d'un cimetière où a été enterrée sa mère quelques mois plus tôt. Les policiers retrouvent le corps sans vie de Trinesha dans des bois de la région 3 jours plus tard. L'autopsie révèle qu'elle est décédée des suites d'un violent coup à la tête qui lui a causé un traumatisme crânien. L'enchaînement de ces meurtres vont bien sûr attirer l'attention des policiers et également des médias, qui vont alors donner un surnom possible à ce tueur, celui du tueur de bâton rouge. L'enquête est très compliquée pour les inspecteurs pour plusieurs raisons. Si vous avez vu la vidéo au sujet de Sean Gillis, vous savez donc qu'il a agi dans la même ville durant les mêmes années. Mais il n'y avait pas que 2 tueurs en série qui sévissaient dans la ville, on apprendra plus tard qu'il y en avait 5, mais la police l'ignore encore. Le fait qu'il y ait autant de tueurs au même moment biaise complètement l'enquête, puisqu'on attribue certains meurtres à certains tueurs, mais que finalement tout est mélangé. C'est donc très compliqué d'établir un profil possible concernant Derek. Les policiers vont tout de même faire appel à des profilers du FBI pour tenter de dresser un portrait du tueur. Malheureusement, le profilage du FBI n'a pas vraiment aidé. Ils se sont basés sur les résultats et statistiques habituels, ce qui finalement a conduit à les éloigner du véritable suspect. Pour les profilers, il s'agit d'un homme de type caucasien entre 25 et 35 ans, et ils pensent directement à un homme de type caucasien à cause du profil des victimes. Car d'après les statistiques, un tueur en série aura plus tendance à tuer des personnes de la même ethnie que lui. Pourtant, Derek a tué des personnes de différentes ethnies. Sans parler seulement du profilage, il y a d'autres éléments qui expliquent que cette enquête est compliquée pour la police. Derek a déménagé dans la région à plusieurs reprises, faisant plusieurs séjours en prison et il a régulièrement changé d'emploi, ce qui finalement rend sa localisation beaucoup plus compliquée. Il y a aussi le fait que la communication entre les villes n'était pas toujours optimale dans le passé, c'est-à-dire que la communication d'informations importantes n'était pas systématiquement faite. En 2002, constatant la vague meurtrière qui ne cesse de grandir à Bâton Rouge, une unité spéciale est créée afin de résoudre tous ces meurtres. Mais les résultats ne vont pas être probants et au lieu de se retrouver avec un profil et un suspect potentiel, la cellule d'enquête va se retrouver avec encore plus de meurtres à résoudre. Les enquêteurs vont tout de même établir un portrait robot du suspect potentiel, montrant ainsi un homme blanc avec un long visage, un long nez, de longs cheveux, loin du profil de Derek en soi. Le 3 mars 2003, Caroline Yoder, une étudiante de l'université de Louisiane, est enlevée dans son appartement entre 18h et minuit. Les policiers retrouvent son corps 10 jours plus tard, proche de la même baie où on a retrouvé le corps de Pam. L'autopsie révèle que Carrie a été battue, violée et elle est morte par strangulation. L'ADN recueilli est analysé et encore une fois, il montre des correspondances entre les différents meurtres. Les policiers savent désormais qu'il s'agit d'un seul tueur pour les meurtres de Gina, Charlotte, Pam, Trinesha et Carrie. En parallèle, des inspecteurs enquêtent sur des meurtres qui ont été commis dans des paroisses de la ville, et Derek vit justement dans une de ces paroisses à cette époque. Et lorsque les inspecteurs découvrent ses antécédents judiciaires, ils lui demandent bien sûr un échantillon ADN qu'ils obtiennent. Après l'avoir obtenu, ils l'ajoutent à leur base de données et c'est un match avec plusieurs des meurtres sur lesquels ils enquêtent. Entre-temps,
Derrick s'est enfui de la ville pour échapper aux autorités. Un mandat d'arrêt a été mis à son encontre pour le meurtre de Carrie. Et en fait, Derrick était parti le jour même lorsqu'il a donné son ADN. Il a pris toute sa famille, ils sont partis se cacher à Chicago, puis dans un hôtel à Atlanta. Mais grâce à une aide extérieure de la police, on a pu procéder à son arrestation. En août 2004, Derrick est déclaré coupable pour le meurtre de Geraldine DeSoto et il est condamné à la prison à perpétuité. En octobre 2004, il est reconnu coupable de viol et meurtre de Charlotte Murray Pace et il est condamné à mort par injection létale. Sa défense a tenté de lui éviter la peine de mort en invoquant son retard intellectuel. Mais cet argument a été rejeté. Et pour justifier ce rejet et ainsi rendre Derrick totalement responsable de ses actes, 2 éléments sont indiqués. Le premier est que malgré ses difficultés, il a toujours réussi à effectuer un travail, donc il était en mesure d'avoir une vie professionnelle. L'autre élément est le fait que Derrick a obtenu son permis de conduire. De ce fait, il a eu la compréhension nécessaire pour passer le test et le réussir. Après ces 2 procès, les familles des victimes sont très éprouvées. Et en accord avec la justice, la décision est prise de ne poursuivre Derrick que pour ces 2 meurtres, puisqu'il a déjà obtenu la peine de mort. Mais pour chacune des victimes dont j'ai parlé précédemment, Derrick est bien l'auteur des faits et cela est prouvé par son ADN. Les meurtres dont j'ai parlé précédemment sont ceux qui ont été prouvés. Il n'y a pas de doute concernant l'auteur des faits, mais il y a d'autres agressions et d'autres meurtres pour lesquels Derrick est le suspect principal. L'enquête autour de Derrick pousse à penser qu'il a commencé ses crimes beaucoup plus tôt. Il aurait agi pour la première fois en 1992. En août 1992, Connie Warner, une femme de 41 ans, disparaît de son domicile. On retrouvera son corps 10 jours plus tard. Un témoin indique que peu de temps avant le meurtre, il a aperçu un homme correspondant au profil de Derrick en train d'observer son domicile par la fenêtre. Derrick avait été considéré comme suspect, mais aucune accusation ou aucune preuve le reliant n'a été trouvée. Il a également été suspecté lors de l'agression de 2 adolescents dans leur voiture lorsqu'ils étaient garés. Un homme les a attaqués avec une machette, mais il s'est enfui lorsqu'une voiture est passée au même moment. Les 2 adolescents ont survécu et 6 ans après l'attaque, une des survivantes a reconnu Derrick sur des photos comme étant leur agresseur. Malheureusement, le délai de prescription étant passé, rien n'a été fait. Puis en juin 1997, Eugénie Boisfontaine est assassinée, mais son corps ne sera retrouvé que 9 mois plus tard. On suspecte Derrick parce que la victime vivait proche de l'université de Louisiane, là où le tueur agissait principalement. Autre cas, en avril 1998, Randy Maybreuer, 28 ans, se rend dans un magasin de location de vidéos avec son jeune fils, puis il rentre chez eux. Le lendemain matin, son fils de 3 ans déambule dans les rues et il explique aux voisins qu'il est perdu. Les voisins le raccompagnent chez lui et ils découvrent des traces de sang sur le sol de la maison, puis ils appellent la police. Les policiers constatent des signes de lutte à l'intérieur et les traces de sang. Ils suspectent qu'un acte criminel a été commis au sein du domicile et que le corps de la victime a dû être transporté ailleurs. Le suspect principal dans cette affaire fut son ex-mari, qui a finalement été blanchi de tout soupçon. Après l'arrestation de Derrick, son ADN ayant été ajouté à la base de données, cela a donné une correspondance avec l'ADN trouvé sur les lieux du crime. Malheureusement, le corps de Randy n'a jamais été retrouvé et Derrick n'a pas avoué ce meurtre. À l'heure actuelle, Randy est toujours une personne disparue, présumée morte. Derrick ne subira pas sa peine de mort, il décède en 2016 à l'hôpital suite à des problèmes cardiaques. Concernant les répercussions de l'affaire, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Shane Gillis, alors vous savez que son arrestation a permis de comprendre qu'un autre tueur en série agissait, puisque les meurtres ont continué après l'arrestation de Derrick. Les policiers ont pu également éliminer son profil pour plusieurs de ces meurtres grâce à l'ajout de son ADN. Il y a eu de l'indignation de la part des habitants de Bâton Rouge lorsqu'ils ont découvert les antécédents criminels de Derrick. En effet, il avait un casier judiciaire bien chargé, il avait été suspecté pour certains des meurtres et des disparitions. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'ils apprennent ça, ils sont quand même assez frustrés. Et ils sont frustrés de voir aussi que Derrick a été mis de côté lors des investigations, puisque les inspecteurs se focalisaient sur un homme de type caucasien. Mais ce fut tout de même un gros soulagement pour les habitants de la ville de savoir que l'un des tueurs en série présents a été arrêté. Concernant son profil, je le trouve vraiment différent de celui de Sean,
Contrairement à lui, Derek montrait beaucoup plus de raisons de le suspecter dès le début. Et cela aurait pu être le cas de nombreuses reprises. Après, c'est similaire à l'affaire Gillis puisque les recherches sont liées et que, comme je l'avais expliqué, les autorités n'avaient pas idée qu'il puisse y avoir autant de tueurs en série dans une seule ville sur 20 ans. Les 5 tueurs en série présents étaient Derek Tolley, Sean Vincent Gillis, Jeffrey Guillory, Ronald Dominic et celui qu'on surnomme le tueur de Jennings, qui à l'heure actuelle n'a toujours pas été identifié ni arrêté. Donc on peut comprendre que la situation était très compliquée pour les autorités et que des erreurs ont pu être commises sans avoir tous les éléments de compréhension. Les vidéos concernant les tueurs en série sont celles que je fais le moins sur ma chaîne et la raison principale est que j'ai souvent le sentiment que le tueur est plus mis en avant de par le nombre de ses victimes. Ce que je ne veux surtout pas faire, c'est de glorifier cette personne et de laisser tomber les victimes dans l'oubli. Je souhaite qu'on se rappelle de leur nom, de leur existence. Et j'espère vraiment ne pas avoir laissé le sentiment de glorifier quelconque acte ou quelconque personne. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir avec un like. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.